Bonjour et bienvenue à la 16e table Avis, la quotidienne. Au sommaire de cette édition et après la commémoration des terribles attentats qui ont frappé la France et Paris, je vous propose de faire le point sur le schéma de développement touristique proposé par le Conseil de Paris et voir comment celui-ci s'inscrit au milieu des plans de l'État et de la région Île-de-France. En résumé, comment reconquérir la clientèle étrangère et les touristes français. Nous allons également aborder avec nos invités la chute lente mais continue des réservations en agence de voyage. Comment inverser cette tendance et cette baisse se reflète-t-elle dans les autres modes de réservation? Autre sujet, Airbnb vient de lancer son appli Airbnb Trips. Est-ce une menace pour l'industrie ou bien alors le coup de fouet pour permettre au Théo de rebondir? Pour nous aider à y voir clair, je reçois aujourd'hui Jean-François Martin, adjoint à la mairie de Paris, chargé des sports et du tourisme, et Lyon de Villeneuve, directeur général et propriétaire d'Austral Lagon. Fabrice Dario, fondateur et président de Bourse des Vols. Et enfin, Richard Soubiel, vice-président des entreprises du voyage. Jean-François Martin, on parle de 2 millions de touristes perdus l'année dernière à Paris et en Île-de-France. Pouvez-vous nous résumer votre stratégie de reconquête de la clientèle touristique française et étrangère? En fait, il y a deux sujets un peu différents qu'on a abordés lors du dernier Conseil de Paris. Il y a le sujet de la relance très immédiate du marché touristique à Paris, qui a évidemment subi de plein fouet la question des attentats. Janvier, Charlie Hebdo, le 13 novembre, et d'une certaine manière, le 22 mars à Bruxelles, qui a frappé également Paris, Nice évidemment, Saint-Étienne-du-Vouvray. Et donc il y a un climat qui est évidemment celui d'une inquiétude d'un certain nombre de marchés et de clientèle, où là on a un sujet vraiment de promotion très immédiate de la destination. Et puis il y a un deuxième sujet qui est celui de la stratégie à long terme. Parce que autant là immédiatement il faut qu'on réactive des ventes, il faut qu'on dise aux gens venez maintenant, voilà les éléments de réassurance qu'on peut vous donner sur le fait que la destination elle reste ce qu'elle est, que l'état d'urgence c'est pas un couvre-feu, qu'un certain nombre d'éléments dont on parlera. Et puis il y a à long terme, c'est quoi la stratégie industrielle d'une ville comme Paris? Moi je prends souvent cet exemple-là, le tourisme à Paris c'est sa première industrie. Et donc, il faut avoir une stratégie industrielle, c'est-à-dire quels sont nos réseaux quasiment d'approvisionnement. Et donc, ça passe par des choses très infrastructurelles qui sont dans ce plan. Notre stratégie de connectivité, comment on fait en sorte que de nouvelles compagnies s'installent à Paris. Le tourisme, je parle sous le contrôle des professionnels, c'est un marché de l'offre. Le seul moyen de continuer à croître, c'est de développer de l'offre. D'abord de l'offre de transport. Donc, il faut plus de lignes ouvrent à Paris. Développer de la capacité d'hébergement avec un plan qui, sur les 6 prochaines années, prévoit d'ouvrir 20 000 chambres supplémentaires. Donc, le sujet, il est là. C'est promotion très immédiate sur 2017, je rentrerai dans le détail au gré de la discussion. Et puis, stratégie structurée sur 6 ans pour développer notre offre de transport, développer l'offre d'hébergement et les offres d'expérience touristique à Paris. Parce que, et c'est une de nos difficultés marketing quasiment, Paris a à peu près tout à offrir. On a du patrimonial, du muséal, du gastronomique, de la famille, de l'individuel, du luxe, de l'entrée de gamme. On a à peu près tout. Et donc, il faut être capable parfois de ramasser tout ça dans des offres et des produits un peu plus spécifiques. Et puis d'aller sur des nouveaux territoires sur lesquels aujourd'hui on sent qu'il y a une croissance du marché. Le tourisme urbain, c'est-à-dire qu'on finalement on va dans une ville, non plus pour visiter les monuments, mais pour sentir l'ambiance de la ville, rencontrer les habitants. Comment on structure une offre avec les professionnels sur le sujet. Comment on développe le tourisme LGBT, qui est en vraie croissance, sur lequel il y a des vrais potentiels de marché. Le tourisme de la nature en ville, on a avec les parcs, les voies sur berge, la petite ceinture, des lieux qui vont ressembler à ce que New York a fait avec la High Line par exemple, ou ce qui est Central Park dans une visite à New York, un passage obligé. Donc voilà, notre stratégie c'est vraiment ça, promotion immédiate et à long terme, développement des offres, pour faire vraiment la version raccourcie. D'accord. Donc ça, c'est un plan en 59 points, si j'ai bien compris. Et donc, comment ça s'organise avec les entreprises du voyage, par exemple? Comment vous insérez, Jean-François Martin va nous détailler le plan, mais comment vous insérez dans ce développement également, puisque les entreprises du voyage sont aussi des entreprises réceptives?
Oui, c'est une bonne question. D'abord, je dirais que depuis maintenant 3 ans, presque 4, après la déclaration du président de la République que le tourisme était une activité extrêmement importante pour la France, on a vu se mettre en place des initiatives, on a vu se mettre en place des assises du tourisme. L'ensemble des professionnels et des parties prenantes se sont exprimés. On a fait des constats, pour autant qu'ils n'ont pas été suivis immédiatement des faits, c'est quand même aussi assez important. Et malheureusement, au moment où devait y avoir une certaine émergence de mise en place de ces décisions politiques, il y a eu les événements que l'on sait. Donc je pense que ce sont des travaux qui ont été momentanément interrompus, qui devraient reprendre, mais à partir de là, il y a d'autres relais qui se sont mis en place, comme le disait justement M. Martin. Il y a 2 phénomènes. Il y a l'urgence. Moi, j'ajouterais le moyen terme et le long terme. L'urgence, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on enregistre des résultats extrêmement négatifs, au-delà de ce qui se dit dans les milieux autorisés, pas pour céder à la panique, mais c'est lourd, c'est très lourd, c'est des pertes au-delà de 25%, hein, et c'est quand même pour Paris, vous confirmez. Ça dépend des marchés. Oui. Janvier, octobre, on est à moins 8% cumulé, parce qu'on a le marché français qui est plutôt stable, vers Paris, et le tourisme d'affaires qui se porte bien. Mais sur l'individuel, loisirs, étrangers, on est effectivement aux alentours de moins 20%. Et une COP21 qui avait bien arrangé la fin de la saison dernière, rappelons-le. Et un Euro aussi. 2016 qui a à peu près sauvé le début de l'été. Ok, maintenant si on reste à périmètre égal, on sent qu'il y a une décrue importante. Bon, on va commenter ça, mais on n'est pas dans le passé. Oui, allons de l'avant, oui. Donc aujourd'hui, c'est de recréer une dynamique. Une dynamique, ça passe bien entendu par un dialogue. Déjà, parce que le monopole des idées, c'est pas dans les institutions, c'est tout le monde. Et dans la situation actuelle, c'est avec tout le monde qu'il faut faire quelque chose. Hein, donc c'est un état d'esprit qu'il faut changer. Si aujourd'hui on doit aller ensemble, il n'y a pas les institutionnels d'un côté, les offices de tourisme, toute la structure qui a été mise en place au niveau du développement local. Il y a aussi ceux qui s'occupent de faire venir des étrangers en France. Et je dirais même ceux qui font partir des Français à l'étranger ont un pouvoir prescripteur et un rôle d'influence déterminant aussi. Parce que c'est de leur attitude qu'on peut avoir le plus qui manquerait dans une situation aussi fragile. Je vais rassurer Richard, hein, le schéma de développement et les 59 actions ont été rédigés par ce qu'on a construit il y a 2 ans qui s'appelle le comité de la destination de Paris, dans lequel il y a 200 professionnels du tourisme. On a fait 400 auditions et entretiens avec des professionnels. Pour une raison simple d'ailleurs. C'est pas que par esprit de concertation qui nous habite, c'est que par ailleurs, la politique touristique est une politique majoritairement qui n'est pas administrée par le service public. C'est pas comme les crèches, c'est pas comme les écoles. La politique touristique, elle est avant tout délivrée dans un pays par les professionnels, par le monde privé. Le touriste, il arrive dans un avion ou dans un train qui très souvent est une entreprise privée ou une entreprise publique qui est pas loin d'y ressembler. Il va prendre un taxi, très souvent un artisan, il va arriver manger dans un restaurant, il va dans un hôtel, tout ça c'est des entreprises privées. Donc nous, on fait face à ce qui est de notre responsabilité, le transport public, la voirie, la propreté, on en reparlera, la politique culturelle, les musées, où là évidemment il y a une responsabilité publique plus importante, mais le reste de l'expérience touristique d'un visiteur à Paris est délivré par le secteur privé. Donc quand on fait un schéma de développement touristique, nous c'est 2 choses, c'est 1, qu'est-ce que la ville peut faire dans son champ de compétences, et 2, quelle est l'orientation collective qu'on donne à toute l'industrie, à tout le secteur, pour qu'on tire tous dans le même sens. Et c'est vrai qu'on l'a fait de manière extrêmement concertée. Je tiens à rassurer Richard. Donc qu'est-ce que la ville va faire dans son champ de compétences pour reconquérir les ces nombreux touristes? Alors, comme je disais, il y a 2 choses. Il y a, sur la promotion, sur l'année qui vient, on aura un plan, c'est assez exceptionnel, parce que jamais Paris a fait l'objet d'un tel plan, de 8 millions d'euros de promotion internationale supplémentaire. Donc avec une vraie enveloppe, en plus du fonctionnement courant de promotion, de 8 millions d'euros sur les marchés prioritaires. Donc moi je partage complètement le point de vue sur faisons le pari de l'Europe et des États-Unis. C'est des marchés matures, c'est des marchés qui nous connaissent bien, sur lesquels l'offre aérienne elle est suffisamment puissante, y compris pour nous aider dans ces efforts de promotion. Donc c'est 8 millions d'euros sur l'année sur ces marchés prioritaires, avec majoritairement du média, c'est-à-dire de la pub digitale, etc. Des opérations de relations presse, parce qu'on s'est rendu compte que pour les marchés un peu plus lointains, faites venir une trentaine de journalistes d'un pays cible, de la presse, lifestyle, tourisme, voyage, en gros les pages idées week-end de Madame Figaro, mais dans les pays étrangers. Quand ils viennent, parfois les appréhensions, en fait ils arrivent à Paris, ils disent « Ah mais en fait on pensait que c'était compliqué, que c'était un état de guerre, que c'était... » Et en fait, il faut qu'on donne à voir la réalité de Paris en ce moment, en attirant des télés, des documentaires. C'est vraiment le travail qu'on est en train d'engager, c'est... Je reprends le marché français qu'on connaît mieux. Il faut que tous les fourchettes et sacs à dos, envoyés spécial, pas envoyés spécial,
déraciner des ailes, etc., de toutes les télés européennes et américaines et au-delà, fasse au moins un sujet sur Paris dans l'année qui vient. Donc pour ça, on va se mettre les moyens de relations presse. C'est un métier, on fait confiance à des gens qui savent faire ce métier-là, parce qu'il faut remontrer de la réalité. Et le deuxième, parce que c'est le deuxième levier de choix d'une destination par des visiteurs, ce qu'ils nous disent dans nos enquêtes, c'est la télé, le cinéma, les séries. Et donc on est en train d'approcher un certain nombre de producteurs. On a obtenu le tournage, et là il sort début décembre un truc qui s'appelle Befikre en Inde, qui est un blockbuster bollywoodien qui se passe intégralement à Paris, donc sur lequel on espère qu'il y aura un vrai impact sur le tourisme indien. On avait vu par exemple après Midnight in Paris, on avait fait plus de 20% dans les mois qui suivaient. J'ai eu la discussion avec le patron de l'Office du tourisme d'Istanbul. Après Skyfall, vous vous souvenez du début de Skyfall, cette course-poursuite au-dessus du marché d'Istanbul, ils avaient fait plus de 30% l'an dernier. Donc on attire, on vient d'avoir la confirmation du tournage d'une soap opéra coréenne intégralement à Paris l'année prochaine. On est sur des négociations avec quelques producteurs américains aussi. Donc ça fait partie des leviers aussi qu'on peut activer en promotion sur l'année qui vient. Ça sera les 8 millions d'euros. Et puis à long terme, je le disais, c'est développer les offres avec continuer sur nos atouts. Alors c'est quoi les atouts de Paris ? Donc le muséal et le patrimonial, donc avec un nouvel accueil à la Tour Eiffel. Ça faisait longtemps qu'on en avait besoin. On ne peut plus accueillir les gens à la Tour Eiffel sous la pluie, avec 2 heures de queue, etc. Donc livraison d'un vrai grand accueil dans l'esprit de ce qui a été fait au Louvre. Alors on ne pourra pas creuser sous les pieds de la vieille dame et faire quelque chose sous la Tour Eiffel, mais on aura quelque chose du même ordre. Refaire l'éclairage de l'Arc de Triomphe, voilà, continuer à miser là-dessus. Un investissement sur notre patrimoine culturel, on a des belles églises à Paris, il faut continuer à les entretenir et certaines à les rénover. Créer 3 nouveaux lieux pour la gastronomie à Paris, la cité de la gastronomie à Paris-Rungis, qui sera demain un vrai point de destination, y compris parce que la ligne 14 du métro ira jusqu'à là-bas, on sera en un quart d'heure au pied de Rungis, le plus grand marché alimentaire frais du monde, et on aura là un lieu expérientiel. Moi je dois dire que j'ai beaucoup d'espoir sur ce projet parce que je pense qu'aujourd'hui un visiteur qui vient à Paris, il fait généralement en dehors de Paris Disney, Versailles, parfois il va un peu plus loin, parfois il fait Chambord, Mont-Saint-Michel, mais Disney, Versailles, je pense que si on réussit la cité de la gastronomie, il ira, parce que vous venez à Paris, vous allez aller dans le temple de la gastronomie. On va créer sur les Champs-Élysées un pavillon, c'est un peu une Villa Médicis de la gastronomie, c'est-à-dire on fera venir les meilleurs chefs étrangers du monde en résidence, et régulièrement ils changeront pour dire encore que Paris est ouvert aux cultures du monde. Alors on investit sur la gastronomie, on va investir sur le shopping avec un travail sur notamment la détaxe et l'emport de marchandises directement livrées à l'aéroport après votre séjour. Donc ça c'est vraiment tous nos atouts, shopping, gastronomie, culture. Des magasins le dimanche, c'est la mer de Paris. L'actualité. Il y a des zones touristiques internationales qui existent déjà. D'ailleurs, je dois dire sans polémique qu'elles existaient avant la loi Macron. Avant la loi Macron, les Champs-Élysées étaient ouverts, le Marais était ouvert, la rue d'Arcole, Notre-Dame était ouvert. Il y avait 7 quartiers déjà ouverts à Paris tous les dimanches. On n'a pas attendu M. Macron. Il y en avait un qui ne l'était pas. C'était la question des grands magasins. Ils sont en train de tenir leurs négociations sociales avec leurs salariés pour arriver à trouver un point d'accord. Et nous, la ville, dans la compétence qui nous a été rendue, et Dieu merci, c'est-à-dire les 12 dimanches qu'on appelle les dimanches du maire, la maire de Paris avait le choix entre 4 et 12 dimanches ouverts par an. Elle a fait le choix de permettre au commerce d'ouvrir 12 dimanches par an. Tu me permets, Muriel, j'ai un avis sensiblement différent de celui de M. Martin. C'est pas un avis, moi c'est les faits. Voilà. C'est les faits. La maire de Paris a décidé de faire 12 dimanches par an. Je vais exposer des faits sensiblement différents de ceux de M. Martin. Je rentre d'une ville étrangère qui s'appelle Wrocław. C'est une très belle ville en Pologne. C'est la 5e ville polonaise. Les amoureux d'histoire la connaissent sous le nom de Breslau. C'était une ville allemande qui a changé de frontière. Wrocław, c'est une ville extraordinaire que personne ne connaît. Donc, eux, ils ont tout à faire. Il faut même déjà qu'ils arrivent à faire en sorte que les gens puissent prononcer correctement le nom de la ville. Donc, voilà la situation de nombreuses villes dans le monde. Elles n'ont pas d'image, elles doivent donc utiliser un certain nombre de procédés pour se faire connaître. Et en effet, il peut y avoir des éléments accélérateurs, tels qu'un Grand Prix de Formule 1, pour ceux qui étaient avec les entreprises du voyage. Nous étions en Azerbaïdjan il n'y a pas longtemps. Il y a un certain nombre de pays et de villes dans le monde qui ont besoin d'accélérateurs. Et puis, il y a l'aristocratie des villes du monde. Il y a 3 lieux dans le monde où il n'y a même pas besoin, il n'y a rien à dire. Il y a les pyramides de Gizeh, il y a Venise et Paris. Il n'y en a peut-être que 3. Alors après, on pourra débattre. Tout est dit. N'importe quelle personne qui dans le monde quelque part, au Brésil, en Indonésie, en Inde, en Thaïlande, va gagner 100 000 $, il va emmener sa femme et sa famille dans un de ces lieux. C'est un marché prodigieux.
Paris, ville que j'adore et où je suis né, bénéficie d'une manne extraordinaire. Donc en fait, le champ est déjà extrêmement prospère, fertile, il faut le cultiver. Et Paris, en fait, elle n'a qu'un problème. C'est les problèmes qu'elle se crée. Car si elle ne se crée pas de problème, s'il n'y avait pas de problème créé par le politique dans notre pays, les tourismes ne désempliraient pas. Il y a 3 types de touristes qui viennent à Paris, très schématiquement. Il y a le Français de province qui vient régulièrement voir des spectacles. Lui, son arrivée à Paris va dépendre surtout du pouvoir d'achat et du sentiment de sécurité. Ensuite, il y a une clientèle, c'est celle que j'ai plus vue baisser sur la bourse des vols. Ensuite, il y a une clientèle de gens qui habitent des capitales occidentales, de type européenne ou nord-américaine, et qui connaissent déjà Paris. Et eux, il faut leur reconstruire un peu une offre pour qu'ils reviennent, parce qu'ils ont dit j'ai déjà vu. Donc eux, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises, en particulier autour de la traduction simultanée de spectacles. Il y a des choses qui sont faites. Mais eux sont quand même sensibles à la sécurité. Et encore plus sensibles à la sécurité. Ultra sensibles à la sécurité. Il y a des gens qui viennent de pays tels que le Japon, où le pouvoir d'achat est phénoménal et qui, eux, viennent vivre un rêve parisien. Mais un rêve parisien, c'est un ensemble de choses. C'est une image un peu carte postale, c'est un peu le Paris des Poulbeaux, certes, mais ils veulent une infrastructure aéroportuaire impeccable quand ils arrivent. Quand ils regagnent le centre de Paris, ils seraient quand même désolés de traverser des zones de non-droit et des endroits épouvantables qui les mènent dans la ville de leurs rêves. Et troisièmement, ils veulent sur place de la sécurité. Il y a un tourisme des grands monuments, il y a un tourisme d'un certain nombre de musées, il y a un tourisme fluvial ou un tourisme des parcs, mais il y a un tourisme qui n'existe pas. C'est le tourisme des camps de migrants et de la tiers-mondisation des trottoirs de Paris. Et ça, ce tourisme-là, il n'existe pas. Donc à un moment, il y a du politique. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut que l'industrie française, le tourisme, la première industrie française, car peut-être qu'il ne nous reste que cette industrie, car on a désindustrialisé notre pays, on n'a plus d'industrie de fabrication, il nous reste que le service informatique, Internet et en gros le tourisme. Il faut tout mettre au diapason et à un moment il y a des choix politiques à faire et c'est évident que les images de marque déplorables de tout ce qui peut se passer dans certains quartiers comme le 19e, le 10e et aujourd'hui la Porte de la Chapelle, en aucune manière ne peut inciter des touristes à revenir en France et à recréer de la richesse et de l'emploi. On va faire un débat politique juste sur les migrants, je ne crois pas que ça soit le sujet, mais puisque vous attaquez là-dessus, moi je veux dire les choses le plus simplement du monde. Si Paris, je partage votre point de vue plutôt sur l'aristocratie des grands lieux touristiques du monde. J'y ajouterai New York et Londres pour des raisons d'attractivité qui vont pas... On peut passer à 5 sans problème. La catégorisation des touristes que vous faites oublie 40% des touristes parisiens. Tourisme d'affaires. Congrès, salon, expo. Paris est la première ville de congrès dans le monde. Notre attractivité ne doit pas être si terrible que ça si, là encore, le plus grand congrès médical d'Europe va venir s'y installer. Congrès européen de cardiologie. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, elle est extraordinaire l'attractivité de Paris. Donc, on est bien d'accord. Écoutez-moi. Ensuite, je vous écoute avec beaucoup de précision. Si Paris est dans le concert de ces 5 villes, on est plus petit que New York ou Londres par exemple, pourquoi on est ça? Parce qu'on a une ville qui représente un idéal. Et d'ailleurs, les manifestations de solidarité qu'on a reçues du monde entier après le 13 novembre, c'est parce que chacun a une attache à Paris qui n'est pas que géographique, qui est morale, qui est symbolique, parce que Paris représente quelque chose. Et parmi ce que représente Paris, la liberté, l'amour, etc., mais aussi un certain nombre de valeurs humanistes. Et quand, oui, des gens sont traqués dans leur pays, sont torturés dans leur pays, qui fuient le pays, qui fuient leur pays, qui prennent le risque de monter sur un bateau avec leurs gamins de 3 ans, au risque de faire crever leurs gamins en Méditerranée, quand ils arrivent à Paris, oui, on va pas les foutre dehors à coups de pied au cul, oui, on va leur mettre un hébergement décent, oui, on va leur mettre une couverture sur le dos, oui, on va les nourrir, et après, on regardera leur situation au titre du droit d'asile. Martin, vous n'avez pas le monopole des sentiments. C'est pas une question de sentiment. Je dis juste que je ne crois pas que c'est accueillir 200 migrants porte de la Chapelle qui réduit ou améliore notre attractivité touristique. On est loin de ce qu'il a voulu dire. Je crois que le propos c'était celui-ci. Le propos c'était tiers-mondisation de Paris et le problème c'est la porte de la Chapelle. Je ne crois pas que Paris fidèle à ses valeurs, ça soit un problème pour l'image de Paris dans le monde. Il ne faut pas s'embarquer sur ce genre de choses qui est improductif. Non, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire. Je le connais bien quand même, on est voisins. Mais excuse-moi, Elion, je dirais, parce qu'on est voisins et qu'on habite au centre et au cœur du Paris historique, on peut dire des choses objectivement. Et aujourd'hui, je suis formidablement étonné de cette créativité qui s'est emparée de la ville de Paris pour pouvoir sauver et affermir son rôle, en même temps que, et c'est peut-être en mal français, il y a un formidable problème de cohérence.
On ne peut pas vivre dans une projection sur les valeurs de la capitale et de la France, parce que plus on s'éloigne, plus il s'agit de Paris, mais France. Les gens qui viennent, ils viennent en France d'abord, et ils viennent à Paris. De ne pas pouvoir mettre les moyens qu'il faut en adéquation avec l'image, l'inspirationnel que suscite cette ville. Lumière dans le monde entier, le rêve des jeunes mariés japonais, des nouveaux riches indiens, des gens du Golfe qui viennent juste avant le Ramadan pour se détendre un peu avant la période de jeûne, ainsi de suite. On les voit, on les connaît, on les fréquente, ils sont là. Dans une ville qui est de plus en plus sale, un centre-ville qui est de plus en plus sale, et sale, c'est peut-être pas le mot qu'il faut dire, hein, mais nous on habite dans le 2e, entre Palais Royal et le Louvre, et on sait de quoi on parle. Non, mais je dis, je sais de quoi on parle. Deuxièmement, une insécurité qui est grandissante, qui gêne probablement ces gens-là, qui n'ont pas en tête, dans l'association de France, avec danger, pas le grand banditisme, mais le petit harcèlement qui fait que on est toute la journée en but à des vols, des machins, des harcèlements. Hein. Et troisièmement, excusez-moi de vous le dire aussi, et là c'est le professionnel qui parle, et avec la chance de voyager dans le monde entier, le service. Parce que nous sommes de moins en moins en adéquation avec ce que le voyageur international reçoit, pas à temps, reçoit ailleurs. Et il ne faut pas aller bien loin. Il suffit de traverser la frontière pour aller en Allemagne, se rendre compte, dans des pays qui sont maintenant intégrés à l'Europe, où depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville et dans on a l'impression qu'ils ont acquis une culture du tourisme et qu'ils ont pris en considération que leur comportement aura des conséquences directes sur leurs activités. C'est pas tout à fait ce qu'on peut noter sur Paris. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un secteur de loisirs. Les gens partent en vacances et aussi belle soit notre ville, aussi beau soit notre pays, ils viennent en vacances et en vacances, on veut la sécurité. C'est pas plus compliqué que ça. On ne va pas, le monde est trop vaste pour se dire ah bah là, j'ai des risques de grève, j'ai des risques d'attentats, j'ai des risques de me faire voler. C'est une insécurité qui joue inévitablement sur nos ventes. Ça c'est on l'a vu, moi j'envoie des clients à l'étranger, on voit aujourd'hui combien de bateaux sont sur le Nil, c'est un désastre. En Tunisie, la Turquie, on n'en parle plus. À partir du moment où on a un phénomène d'insécurité, le trafic touristique s'arrête. Et vous l'avez dit vous-même, quand on voit la chute des chiffres en individuel, les congrès, et Dieu sait que certains de mes confrères groupes ont vu également une grande chute de leur trafic après les attentats. Il ne sert à rien de prendre des risques. On est en vacances, on y va pour un congrès. Voilà. Donc aujourd'hui, dans tout le plan que vous avez abordé, je vous félicite pour le plan de relance en termes de communication. Oui, c'est l'offre qui crée la demande à plus long terme, quand le marché sera relancé, c'est inévitable. Il faut rendre Paris aux Parisiens, et ça c'est inévitable, mais je n'ai jamais entendu parler de sécurité. Attention dans le message, aujourd'hui, nous avons une image d'insécurité qui fait qu'on ne prend pas ses vacances dans un endroit où le risque est. L'aspect sécurité est travaillé en coopération entre la mairie de Paris et la région Île-de-France, si je ne me trompe pas. L'État. Et l'État. La sécurité à Paris sur la responsabilité de l'État et du préfet de police, pas de la ville. On peut s'en réjouir ou s'en désoler, c'est ainsi. Et donc, je n'ai pas développé tout le plan, mais j'ai dit que le gros était une partie de l'offre. Le deuxième pilier de ce plan, c'est la qualité de l'expérience. 74% des visiteurs à Paris sont ce qu'on appelle des repeaters, des gens qui reviennent. Donc la question d'abord, s'ils sont 74% à revenir, c'est que l'expérience ne doit pas être si terrible que ça, mais par ailleurs qu'on sait, y compris quand on est une destination mature qui fait 25 millions intramuros par an, qu'on ne pourra pas faire que du primo-visiteur. Et donc il faut que la première expérience soit formidable, qu'on ait des nouvelles offres, là vous avez raison, ceux qui sont déjà venus, pour proposer autre chose que les incontournables qu'ils connaissent déjà, et donc évidemment que la qualité d'expérience soit bonne. Dans la qualité d'expérience à Paris, je suis extrêmement lucide sur la réalité. Moi, je n'habite pas le centre de Paris, j'habite j'habite les quartiers de Paris, j'habite à Belleville, donc y compris je vois ce que sont aussi la réalité des villes denses. Mais je travaille tous les jours à l'hôtel de ville, donc je vois assez bien ce à quoi ressemble le centre de Paris. Et donc dans la qualité d'expérience, il y a quoi ? Il y a, premier sujet sur lequel on doit progresser, ça fait partie de ce plan de manière très précise, la question de la gestion de la file d'attente, des billetteries et de tout le temps qu'on perd à la visite à Paris. Ce n'est pas acceptable de faire 2 heures d'attente à la Tour Eiffel
à Orsay, au Louvre, et donc on doit passer sur une dématérialisation des billetteries, une gestion en temps réel des files d'attente qui permet aux visiteurs de se dire « je vais au Louvre ». À l'heure à laquelle j'ai pris mon billet, je sais que je vais rentrer avec un principe de ticket horodaté pour rentrer directement. Deuxième sujet, la propreté. Sur ce sujet-là, je suis extrêmement lucide. Et juste, Richard, ne dites pas Paris de plus en plus sale, Paris de plus en plus insécure. Paris a des sujets de propreté. Pour une raison, comme on a le temps, c'est bien parce qu'on a émission, on a le temps, Paris est peut-être sale, Paris est surtout sali. C'est une raison très très simple à comprendre. Paris est la 5e ville la plus dense au monde. Il y a 25 000 habitants par kilomètre carré. On est juste devant, pour que vous ayez en tête, Calcutta, en termes de densité urbaine. Sur ces 25 000 habitants au kilomètre carré, vous rajoutez 25 millions de touristes intramuros par an. C'est l'exemple typique de vous, dans votre appartement, qui est très bien entretenu, Richard, j'en suis sûr, quand vous accueillez toute la famille à Noël. Votre appart, il est sale 3 fois plus vite que d'habitude. Paris, c'est ça. Et donc, nous, il faut qu'on... Eh ben, c'est exactement ce dont il s'agit de faire. Mais, mesurez là encore, je sais bien qu'on est toujours Paris bashing, on est moins bon que les autres, etc. Richard, mais vous voulez les réponses à la propreté, je vais vous les donner. On est la ville du monde qui a le plus de poubelles dans l'espace public. On est la ville du monde qui a la seule à avoir un réseau de sanisettes publiques gratuites dans l'espace public. On est les seuls. Et pour autant, les incivilités continuent, les jets de conneries dans la rue continuent, etc., etc. Donc, les incitations n'ayant pas suffi, le nombre de poubelles, le nombre de sanisettes, on est passé depuis un mois à la création d'une brigade de lutte contre les incivilités, qui sont épanchement d'urine dans l'espace public, jets de détritus, jets de mégots, etc., avec une verbalisation. 68 € si vous faites attraper. La brigade a commencé depuis une semaine, quasiment 15 jours, on va voir les effets qu'elle fait, mais elle a, y compris dans le plan de développement touristique, des objectifs très précis sur les quartiers touristiques sur lesquels on a le plus de problèmes de densité, de problèmes de propreté. Le Champ de Mars, les abords de la Tour Eiffel, le pied de la butte Montmartre et la rue de Rivoli. Donc on va concentrer les moyens là et on va voir ce que ça va faire. Sur la question de la sécurité, c'est une compétence majoritairement de l'État et de la préfecture de police. Donc il faut continuer à appuyer les choses. La vérité, c'est que le nombre de vols à la tire, de petites délinquances à Paris est globalement stable. Elle est même plutôt en recul pour une raison d'opportunité. C'est que comme on a déployé le dispositif Sentinelle après les attentats, on a grosso modo 3000 hommes en armes supplémentaires dans l'espace public à Paris, en particulier sur les sites touristiques, et que ça a un effet dissuasif, y compris sur la petite délinquance. Ce dont vous parlez tous les deux, c'est très compliqué pour nous à gérer. C'est le sentiment d'insécurité. C'est des trucs un peu glauques. C'est un SDF. C'est par-ci, par-là, un sentiment. Je sais ce dont il s'agit, ça va être parfois le sentiment, là, on va peut-être être la mendicité. La mendicité, vous pouvez le regretter, c'est malheureusement pas un délit. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on interdit aux gens de mendier? Mais ça crée. Non, mais ça crée. Moi, j'habite le même quartier que vous et je travaille à côté de l'avenue de l'Opéra. C'est un lieu extrêmement fréquenté par les touristes japonais qui viennent y acheter des parfums et qu'ils apprécient énormément. Ils sont véritablement victimes de harcèlement d'un certain nombre de gangs venus des pays de l'Est qui ont été moult fois arrêtés, relâchés, qui recommencent. Je pense même qu'il y a une certaine intimité qui s'est développée avec les policiers tellement ils les ont arrêtés, ils finissent par se connaître par leur prénom. Donc c'est pas seulement le sentiment d'insécurité, c'est la permanence le sentiment que rien n'est fait concrètement pour arrêter cette délinquance. Alors c'est vrai que c'est pas très grave de voler un portefeuille, sauf que sur l'activité touristique de pays en particulier asiatiques qui ont une perception de la sécurité qui n'est pas celle de l'Europe, c'est tout à fait dévastateur. Et ils sont particulièrement visés, moi je les vois plusieurs fois, il m'est même arrivé en tant que citoyen d'intervenir parce que je voyais qu'une personne était abusée et pendant qu'elle donnait un faux renseignement, on était en train de lui vider les poches. Voilà. Franchement, j'ai l'impression, on ne se connaît pas bien, mais d'un côté, on a quelqu'un qui est très impliqué, qui veut du changement, et en même temps qui est relativement déconnecté. Vous allez Porte-la-Chapelle, moi, ce n'est pas les migrants qui me gênent. Je conçois un peu comme vous que dans la détresse, ils sont peut-être amenés à mendier, à faire état de leur situation précaire, plus que précaire. Mais par contre, ce qui me gêne, c'est sous l'échangeur de la porte de la Chapelle, cette saleté repoussante qui nous met au fin fond des pays. Je dis, même aujourd'hui, moi qui voyage tout le temps en Afrique, je ne retrouve pas ça. C'est dégueulasse. Et je ne sais pas si nos politiques ont des vitres en contreplaqué, alors qu'ils vont prendre l'avion régulièrement à Charles de Gaulle, parce que quand on prend la une de la porte de la Chapelle jusqu'à l'aéroport, jusqu'à la limite foncière de l'aéroport, parce qu'il y a eu une réaction assez positive après le caillassage
aéroport de Paris, pour qu'à la limite foncière, la propreté soit revenue et l'entretien est là. Mais c'est une honte. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive déchiré de 7 heures de jet lag de l'étranger, qui est pris dans le trafic pour entrer en Paris, qui met 1h30 et qui voit sur 10 km des saloperies amoncelées à droite et à gauche, il se demande où il est et il arrive dans la ville lumière, c'est pas vrai. Et ça, c'est objectivement un constat et une mise en œuvre de nettoyage. On a une occasion de faire une première bonne impression. C'est intéressant d'avoir ce débat, merci Richard, et ça me fait rebondir sur le développement des transports et les moyens de transport. Je crois, Elion, que tu avais abordé le transfert entre Charles de Gaulle, j'allais dire Charles de Gaulle. Je redis la même chose que Richard, c'est sûr. Donc, comment on va pouvoir, grâce à la mairie de Paris, l'État, la région Île-de-France, je ne sais qui, pouvoir circuler entre Charles de Gaulle et Paris dans des trains propres, directs, rapides, et à quel horizon? Est-ce que c'est inscrit dans le plan? C'est vous. Tout le monde maintenant connaît le projet de chez Charles de Gaulle Express qui devrait être livré à horizon 2023-2024. Projet de ligne directe entre Charles de Gaulle et le centre de Paris. Sachons dire que ça arrive. Sachons dire que ça arrive. Sachons dire que ça arrive. Cependant, il y a évidemment besoin de ce Charles de Gaulle Express et cette voie directe qui est comme Narita. Il y a un petit problème de prix du transport. Il faut trouver l'adéquation entre ce que le pouvoir d'achat des utilisateurs et le prix. Moi, je dis rien sur le métro à Paris. Quand on connaît le métro à New York, on est largement au-dessus en qualité. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête ce débat ici. Je pense qu'on le continuera sur une autre table. Merci et je vous retrouve dans 5 minutes. Nous allons reprendre notre débat. Et j'avais une question pour toi, Elion. On lit dans la presse la lente décrue des réservations en agence de voyage. Ça a fait un effet cumulé depuis plusieurs mois. Qu'en penses-tu? Et cette baisse est-elle inéluctable? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a une baisse, en effet, des réservations dans les agences de voyage qui est liée à plusieurs facteurs. D'abord, on a une conjoncture. Il faut quand même avouer, on a une conjoncture extrêmement difficile avec les attentats qui ont créé un vrai ralentissement dans nos ventes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des Français, malheureusement, ne fait que baisser. Il y a un effet anxiogène avec la crise, il y a un problème de confiance. Quel sera l'avenir? Est-ce que je peux dépenser cet argent ou est-ce que je peux le mettre dans les loisirs? Malheureusement, les loisirs sont souvent la première chose qui est coupée dans le budget des foyers en France. Après, il y a le deuxième phénomène qui est la modification des modèles économiques. Donc là, qui est plus une lame de fond, où on se rend compte qu'en effet, les agences de voyage ont d'abord perdu la billetterie sèche, la billetterie de passage, qui aujourd'hui se fait sur la bourse des vols, chez des opérateurs Internet. Voilà. La valeur ajoutée de l'agence de voyage, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, sur des forfaits à 600 € d'un hôtel club, un avion, un transfert, un hôtel club. L'avenir de ce type de produits me paraît également difficile pour les agences de voyage. Donc on a aujourd'hui une force de communication d'Internet, il y a Airbnb qui arrive, Google qui se présente, Booking.com qui a raflé toutes les réservations sur les city breaks. Donc voilà, donc il est indispensable aux agences de voyage de se réformer, de se renouveler. Un grand nombre commence à le faire, l'ont déjà fait. On parle désormais de web to shop. Le client est content de prendre son produit sur le web, de le récupérer en agence, d'avoir un contact, d'avoir une assistance, d'avoir une voix que l'on ne peut pas obligatoirement proposer uniquement sur Internet. Il est évident que l'agence de voyage doit avoir une valeur ajoutée. Je suis moi-même un opérateur sur le à la carte. C'est qu'on considère qu'aujourd'hui, notre avenir sont sur des produits plus complexes, que l'avenir des agences de voyage passera par la vente et le conseil sur des produits beaucoup plus complexes. Je ne pense pas que l'avenir des agences de voyage soit fini. Non, qu'ils doivent muter, modifier son mode de traitement. Ça me paraît plutôt indispensable, oui. Fabrice, toi, il me semble que tu as des tendances inverses sur les
les vols secs, par exemple, il n'y a pas de décrue au sein des hôteliers ou... J'ai toutes sortes de tendances, certaines sont avouables. Et c'est vrai que sur le vol, il y a une forte progression du vol sec sur Internet. C'est l'illustration parfaite de ce que disait Elion, à savoir que pour acheter un produit tel que le vol, de plus en plus, il y a une désintermédiation. On y va directement sur Internet, voire sur son smartphone, pour trouver le plus bas prix. Il faut bien avouer que le facteur prix écrase un peu tous les autres, mais souvent, ce sont des gens qui constituent eux-mêmes leur voyage en prenant un Airbnb ou un hôtel sur une chaîne hôtelière ou un transfert. Donc, ils le fabriquent comme ça. Des agences de voyage physiques vont continuer d'exister. Probablement celles qui ont une valeur ajoutée parce qu'elles ont un savoir-faire particulier, je ne sais pas, pour le voyage de noces ou de plongée, donc on ira les voir parce qu'elles savent faire quelque chose qui est rare ou compliqué. Des agences de voyage qui ont éventuellement un très bel emplacement dans des villes de province qui fait que c'est agréable d'aller là le jour de marché parce que c'est central, ou bien celles qui vont se développer autour de Facebook en particulier. J'ai rencontré des agences de voyage gérées par des gens qui avaient 25 ans, 30 ans, qui aujourd'hui ont une approche du métier qui est totalement innovante, y compris pour des acteurs Internet comme moi, qui fait que tout se fasse par une forme de communication directe avec le client qui finit quand même par une vente et la signature d'un bulletin d'inscription. Donc il y a des nouvelles formes d'intermédiation qui se recréent, qui se défont et qui se refont. Il existera toujours des agences de voyage, mais elles seront polymorphes. Bonne analyse à tous les deux. Dans ce monde en mutation, on assiste aujourd'hui à l'émergence de nouveaux comportements, que ce soit parmi les consommateurs, que ce soit parmi les distributeurs. Alors, il faut modérer. Quand on dit agence de voyage, aujourd'hui, Elion le soulignait, elles sont soit physiques, soit carrément dématérialisées, mais pour autant, elles font la même activité, elles ont utilisé des canaux différents. Donc si on prend le marché de façon globale, comme nous l'étudions nous dans notre baromètre, les baisses sont moins importantes, beaucoup moins importantes que l'activité en agence physique. Où là, effectivement, on n'est plus au stade de la désintermédiation, on est au stade de la réintermédiation. C'est-à-dire, les premiers acteurs qui ont désintermédié le métier traditionnel des agences physiques sont déjà dépassés et en but à une nouvelle concurrence, ce que dit Fabrice, il a tout à fait raison, de ces nouvelles sociétés émergentes qui commencent par être un média social, puis un influenceur et qui se terminent après par un acte commercial d'achat. D'ailleurs, ça sera le sujet qui va suivre probablement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que dans le commerce, autrefois, c'était la situation du local qui était importante. D'abord, bien placé en ville, puis ensuite bien placé dans un centre commercial, et puis maintenant, faisant du trafic sur le net. Donc l'important, c'est si j'ai du trafic, si j'ai de la visite, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur de revente, et j'ai de la valeur d'acquisition, et j'ai de la valeur de business. Bon, alors, rien n'a changé. Tout se transforme tout doucement au profit de ces nouvelles technologies. Ce qui me paraît le plus mesurable aujourd'hui, c'est l'effet de décrue lié à la crise. Aujourd'hui, on peut dire que toute une frange de la population française n'a plus accès aux vacances vendues, traditionnelles, proposées par les agences de voyage. L'été dernier, c'était encore le cas, il y avait 7% de moins que l'année d'avant de gens qui étaient partis en vacances. Et dans les Français qui sont partis en vacances, il y a eu une augmentation significative de gens qui ont trouvé des moyens directs, personnels, familiaux de passer des vacances, mais pas sur des produits du secteur marchand. Donc ça, on est dans une paupérisation du marché et les premières victimes sont les agences physiques. Avec un phénomène géopolitique qui fait que le tourisme bon marché, le soleil bon marché est abondant était en Afrique du Nord et en Turquie, et que maintenant c'est le grand bond. Ceux qui n'ont plus beaucoup d'argent en ont encore moins et vont rester en France ou prendre vraiment des voyages à minima. Et ceux qui ont encore les moyens vont partir directement l'hiver vers l'Asie ou franchir l'Atlantique. Mais tout ce tourisme abondant de l'Afrique du Nord et de la Turquie et de l'Égypte a complètement en train de s'évaporer. Je ne sais pas ce qu'il en reste. Alors ça reviendra un jour, mais... réduction de l'offre touristique. Et c'est pour ça que tous les gros tours opérateurs, les généralistes sont si impactés. C'est que le poids de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte, même si c'est plus cher, de la Turquie est colossal. Et que même s'ils ont ouvert l'Espagne, le Portugal, la Grèce, on n'a pas la capacité, ni les stocks, ni les prix pour récupérer l'intégralité de cette clientèle. En parlant de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal ou de la Grèce, c'était déjà structurellement parce que c'est Europe plus cher que les destinations qu'on a mentionnées qui étaient souvent
très subventionné localement, et en plus il y a un effet de rareté, ça peut que faire remonter les prix, puisque les bons emplacements ont été pris longtemps, en particulier par l'industrie touristique allemande ou anglaise, qui est beaucoup plus puissante que nous, et qui est capable de prendre des hôtels bien avant nous. Et chez toi, Elion, tu es sur des voyages de niche, tu ne t'adresses pas au mass market. Est-ce que tu as complété une partie de ta production justement pour essayer d'adresser une partie de ce marché et lui faire découvrir des destinations exotiques à des tarifs un petit peu plus compétitifs que ton marché normal ? Je dirais les choses différemment. Moi, je suis en effet un spécialiste des voyages sur mesure, comme vous le savez, essentiellement sur les îles lointaines, et en particulier l'océan Indien. Nous avons bénéficié ces 2 dernières années d'une conjoncture pour nous, malheureusement pour les autres, mais extrêmement favorable. Nous sommes sur des destinations sécures. Nous avons bénéficié de reports de nombreuses destinations. Alors pas de la Tunisie, je ne vais pas le nier, mais certains qui allaient en Égypte, d'autres qui allaient peut-être aux Maldives, qui a eu une moins bonne image. Donc nous avons, bénéficié de reports qui a eu tendance à améliorer, je dirais, nos résultats et nos ventes. Je veux dire qu'on a profité, mais un peu quand même. Par contre, on a été confronté à un autre phénomène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Austral Lagon est le leader incontesté sur les Seychelles. Je vois désormais tous mes confrères généralistes, des VAT au Thomas Cook, au TUI, au Fram, tous ces opérateurs historiquement moyen courrier, venir sur l'île Maurice, sur l'océan Indien et nous. Donc ils viennent tous désormais sur notre zone. Donc même si notre marché était en croissance, désormais nous sentons une baisse des prix, une baisse des marges, une agressivité très lourde sur ces axes qui explique pourquoi Austral Lagon vient de basculer sur l'Afrique australe, où nous avons ouvert toute une série de destinations, Afrique du Sud, Botswana, Mozambique, Namibie, qui sont même la Tanzanie et Zanzibar, qui sont des destinations où la concurrence est moindre, où la complexité du produit nous protège de la désintermédiation et des forces de frappe des gros opérateurs, et nous permet d'avoir un nouveau relais de croissance. J'avais une dernière question sur ce sujet. On s'aperçoit que les agents de voyage étaient très enclins à construire eux-mêmes leur package. Ils ont à leur disposition des moteurs de recherche de vol pléthoriques, de nombreuses possibilités de réserver leurs hôtels, de réserver des excursions. Est-ce que finalement chaque agent de voyage va devenir un petit Théo ? Oui, il faut poser la question avec moins d'agressivité parce qu'on comprend toujours qu'on oppose le secteur traditionnel, le canal historique aux évolutions du marché. Non, simplement je dois dire qu'en tant que commerçant de proximité, l'agent de voyage, s'il est reconnu comme professionnel et s'il a déjà suffisamment de qualité intrinsèque pour pouvoir donner un service à son marché de proximité, et au-delà maintenant avec les moyens technologiques qu'il dispose, il doit se positionner sur un peu tout est possible dans la limite de mes compétences. Je veux dire que globalement, l'agent de voyage c'est comme le vin, c'est pas une génération spontanée, il faut 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans pour arriver à faire un agent de voyage avec suffisamment d'expérience qui est en capacité de pouvoir renseigner correctement par son vécu. En même temps, quelqu'un qui se plonge régulièrement dans les forums pour savoir ce que pensent les gens de certains produits et les restitue et ne les découvre pas au moment même où la personne arrive avec ses photocopies sous le bras pour lui demander son avis sur une destination. Donc l'agent de voyage est un professionnel qui vit au milieu du marché où il n'a qu'une seule voie. Aujourd'hui, une dotation technologique suffisante pour lui permettre d'avoir la fulgurance de l'Internet et des connaissances en application pour pouvoir défendre son métier. D'accord. Ça nous amène directement sur notre autre sujet, à savoir Airbnb, un sujet qui va nous amuser tous, puisque Airbnb vient de lancer son appli Airbnb Trips. Est-ce une menace pour l'industrie ou au contraire la possibilité pour les Théo de rebondir, Elion ? Deux choses. Alors pour les Théo, Airbnb était aujourd'hui un vrai concurrent des groupes hôteliers. Quand on voit la valorisation d'Airbnb qui n'a aucun actif par rapport à celle d'Accor, ça fait peur. Concurrence loyale ou déloyale, il y a un débat. Donc oui, il y a désormais une offre en hébergement colossal qui s'est déversée sur le marché et qui fait du mal aux hôteliers.
mécaniquement, les opérateurs que nous sommes vendant des hôtels, nous sommes impactés. On ne va pas le nier. Aujourd'hui, c'est une offre qui a été très forte sur le City Break, qui petit à petit s'étend et vient même sur certaines de nos îles, pourtant lointaines. C'est vrai sur des destinations séjour. Chez moi, la concurrence sur des destinations séjour commence à être forte. Sur des destinations en combiné, c'est encore mal structuré. On voit qu'Airbnb veut désormais proposer de l'avion. Donc voilà. On a parlé de désintermédiation. Nous voyons que nous avons un nouvel intermédiaire. Je suis désolé, Airbnb est un intermédiaire qui propose de l'hébergement et va a priori proposer de l'avion, des transferts, donc être un tour opérateur. Voilà. Maintenant, qui s'adresse à des hébergements et qui n'ont pas la même fiscalité. Et là, ça commence à poser un véritable problème. C'est l'ubérisation de notre secteur d'activité. Les taxis ont la même chose. Nous nous retrouvons avec des opérateurs qui ont des licences, des coûts de licence, des hôteliers qui ont une fiscalité très lourde. Je pense que ça se régulera. Je veux dire, mécaniquement, voilà, le marché fait des bons. On ne peut pas être contre Uber. C'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, il faut réformer le pays. Dans le tourisme, c'est pareil. On ne peut pas être contre Airbnb. Je n'y crois pas. Airbnb est une bonne chose. Par contre, voilà, je pense que ça va se recentrer parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la concurrence est déloyale et pose des problèmes pour les opérateurs historiques du marché. Un tour opérateur peut intégrer l'offre de Airbnb si le client a envie justement d'être immergé dans son expérience de voyage. Est-ce que ça n'est pas, en termes de produits, une réponse aussi au tour opérateur à la carte qui pourrait proposer des hébergements comme à la maison dans des destinations plus lointaines? Austral Lagon, nous sommes un spécialiste des îles lointaines. Nous avons déjà dans tous nos catalogues, toute une série d'hébergements que nous appelons les pensions de famille, qui sont des logements chez l'habitant et tout, et que nous vendons depuis des années et des années. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui, Airbnb n'arrive pas à percer sur nos axes. Nous sommes le seul à même de vous faire des combinés d'îles avec des vols intérieurs, des transferts en bateau ou en avion, et qui vont d'hébergement chez l'habitant en hébergement chez l'habitant. Hébergement surveillé, contrôlé, etc. Ce qui explique, je présume en partie, pourquoi l'offre d'Airbnb n'a pas encore percé sur mes axes. D'accord. Et pour toi, Fabrice, c'est une chance, ce type de voyage immersif? Aujourd'hui, Airbnb est plutôt un allié, puisque plus il se fait de Airbnb, plus il s'en loue, plus les gens vont chercher un mode de transport, en général plutôt bon marché, puisqu'une des motivations principales de Airbnb, c'est le prix. Je ferai quand même une parenthèse, issue d'une observation personnelle. De plus en plus, la convergence des prix entre les hôtels et Airbnb est ténue. Il arrive même que, quand on regarde bien, le Airbnb soit à un niveau égal ou supérieur à un hébergement hôtelier, ce qui constitue quand même un curieux paradoxe. Donc aujourd'hui, le Airbnb, ils essayent de se mettre en se disant, puisque j'ai l'hébergement, je vais gérer les vols. Les vols, c'est technique, c'est complexe. On a connu bien des aventures dans notre secteur où des grands opérateurs ont eu des problèmes autour des vols. C'est quand même un truc extrêmement technique. Mais pourquoi pas, on verra bien. Il faudra juste voir un petit peu à terme si fiscalement les hôteliers, que je ne représente pas, donc je suis tout à fait libre pour en parler, sont dans les mêmes conditions juridiques et financières que leurs concurrents Airbnb. D'accord, merci. Richard, je pense que ça s'impose, puisque... C'est un peu notre vision, notre combat aujourd'hui. D'abord avoir une éthique globale sur la fiscalité, que soulignaient Lyon et Fabrice. C'est-à-dire à même droit, même devoir, à partir du moment où on est sur un marché et qu'on a des actes commerciaux, au moins qu'on ait une imposition qui soit corrélée avec le chiffre d'affaires. Pas facile, mais on a vu déjà des prises de position extrêmement dures. C'est New York, c'est Berlin, c'est San Francisco, c'est Barcelone en Europe et c'est Paris en même temps qui a commencé par sondage, puisque globalement si on a du temps et les moyens, c'est transparent. On voit très bien qui loue et à quel prix. Deuxièmement, en tant qu'institutionnel, c'est aussi rappeler que
Le public est protégé quand il fait appel à un professionnel du voyage, un professionnel du voyage qui est quand même, de par la loi, détenteur d'une immatriculation, d'une RCP et qui adhère complètement à la garantie des fonds déposés, ce qui n'est pas toujours le cas dans un site qui est hébergé on ne sait où, et dans lequel le principe de base c'est d'être accepté de travailler avec le public et pour autant d'être coupé de lui lorsqu'il s'agit de la prévente. Donc là c'est tout notre effort qui est comme ça. Maintenant, je souscris. N'allons pas nous mettre en travers des évolutions inéluctables. C'est le monde qui est comme ça, il faut savoir le récupérer. C'est déjà un peu le cas dans certaines agences de voyage qui ont commencé à utiliser ces nouveaux moyens d'économie collaborative en facturant des honoraires au-delà. C'est-à-dire, la première chose, c'est le conseil. Tout n'est pas mauvais. Autour de la table, je pense qu'on l'a tous utilisé, dans des conditions multiples et variées, qu'on en a trouvé un avantage ou un désavantage, mais qu'on sait à quoi ça correspond exactement. Bon. Donc si on revient à l'étude professionnelle, je connais un très bel appartement dans le centre de Milan qui coûte beaucoup moins cher qu'un hôtel 4 étoiles, avec des propriétaires très sympathiques qui ont le sens de l'accueil et qui mettent à disposition aussi tout un environnement pour qu'on passe un bon séjour. Je prends la responsabilité de vous conseiller. Je le réserve pour vous si vous me donnez votre accord, c'est-à-dire je mets ma carte logée ou ma carte, par contre je vous prends 50 € de frais, de conseils. Alors c'est cette évolution qui est aussi importante chez nous là, dans nos métiers, parce qu'on est sur un schéma traditionnel de la rémunération sur le prix de vente, on est sur un schéma traditionnel de la rémunération affichée pour toute intervention sur la billetterie ou sur des services différenciés. Et maintenant, si l'avenir de l'agent de voyage, c'est le conseil et en même temps la prise en responsabilité de son client, ça doit déboucher comme aux États-Unis sur l'acceptation d'avoir des honoraires. Voilà qui nous permet de rester optimistes sur l'avenir de notre industrie. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus nous retrouver aujourd'hui. Et quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain pour la 17e édition de la table Avis la quotidienne. À bientôt. Merci.